La communauté internationale célébrait le 3 mai dernier la Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit ». Au Gabon, cet événement a été marqué par un certain nombre de manifestations officielles qui ont été autant de cadres de réflexion sur la situation et le devenir de la presse dans le pays. Notre émission s'inscrit donc une semaine après dans le prolongement de cette réflexion. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de Gabon Télévision qui reçoit aujourd'hui une icône du microcosme médiatique gabonais, du journalisme singulièrement. Il s'agit de Paul Mbadinga Matsiendi. Monsieur Mbadinga Matsiendi, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mbadinga Matsiendi est journaliste, ancien directeur général de la RTG, première chaîne, ancien directeur de la publication du journal L'Union. Alors, accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Tel est le thème de cette journée, je le rappelais d'entrée de jeu. Un thème qui révèle, Paul Mbadinga Matsiendi, que l'accès à l'information, notamment, demeure finalement la principale difficulté à laquelle se heurte le journaliste. Vous avez parfaitement raison de le mentionner et le thème, à mon sens, vient bien à propos. Vous savez que pour bâtir, pour développer une information, il faut plusieurs acteurs. Les journalistes que nous sommes peut-être un maillon important dans la fabrication de cette information, mais les sources, donc l'accès aux sources, est également un élément important. Vous avez une information, vous allez vers la source, et pour vous, c'est un droit d'avoir cette information. Parce que déjà la Constitution de la République gabonaise dit que c'est un droit pour le citoyen d'avoir l'information. Mais cette information est fabriquée par vous, journalistes, par d'autres personnes évoluant, évidemment, dans notre domaine. Vous allez vers la source, l'information vous est donnée. Et c'est à partir du moment où vous allez vers la source que cette information vous est donnée et que vous la traitez. Mais le traitement ne devrait pas s'arrêter là. Il faut décortiquer cette information et il faut faire intervenir également des spécialistes. Votre université est là, elle est ouverte et elle est à la disposition des Gabonais. Donc, pour traiter et fabriquer cette information, il y a plusieurs acteurs, vos journalistes, ceux qui sont à la source de l'information et ceux qui peuvent l'expliquer, la décrypter, la rendre plus digeste, plus malléable et plus intéressante. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Il faut que tous ces acteurs-là se mettent en branle pour avoir finalement une information de qualité. Et quand tous ces acteurs se mettent en marche, en branle, finalement, vous avez une information qui est suffisamment crédible. Et c'est l'objectif qu'on doit viser. D'accord, l'accès à l'information suppose que cette dernière soit accessible. Absolument, il faut qu'elle soit accessible aux citoyens et singulièrement aux journalistes qui en sont les relais. Quelles sont selon vous aujourd'hui les raisons qui peuvent motiver une politique de retention de l'information? Les raisons de l'information publique. Oui, les motivations sont nombreuses. Vous savez, ici, la hiérarchisation de notre administration a une conséquence négative, je pense, à ce niveau, parce que vous avez souvent ceci, je ne peux pas recevoir le journaliste, je ne peux pas lui donner l'information que j'ai, que je maîtrise, parce qu'il me faut d'abord une autorisation de ma hiérarchie. De hiérarchie en hiérarchie, de supérieur en supérieur, finalement, l'information n'est pas donnée. Parce que vous arrivez à un moment où, finalement, le supérieur est peut-être le responsable numéro 1 du ministère. Et on ne va pas déranger un ministre, entre guillemets, pour une information qui doit aller vite, parce qu'il y a aussi un problème de vitesse. Alors, là, vous savez, ces freins psychologiques font en sorte que, finalement, l'information de départ, vous ne l'avez pas, et donc, les journalistes, parfois, se retrouvent dans une situation où ils sont parfois obligés de spéculer sans avoir, vous voyez, la base même, donc ce que j'appelle le cœur même du dossier à traiter. Paul Mbadinga Matsiendi, vous êtes un vieux routier du monde des médias au Gabon. Je rappelle que vous avez vécu en tant que journaliste le retour du Gabon au multipartisme en 1990. Quelle est l'appréciation que vous faites de l'évolution
de la sphère médiatique gabonaise de cette période à nos jours en termes de liberté de temps? Vous savez, en 90, je pense que nous partions d'une période qui peut se résumer par les mots suivants: confiscation de la liberté de la presse, ou du moins rétention de l'information. 90 est un point important. Là, la parole est presque libérée. Il y a une véritable frénésie, un engouement vers la parole libre. Et cela s'est traduit par de nombreux titres sur le marché, des titres virulents, parce que, vous savez, quelqu'un qui est tout de suite libéré, parfois, manifeste un engouement débordant. Il y a eu des titres durs. Et au fil du temps, puisque le lectorat gabonais est limité quand même, vous voyez, il y a eu presque des filtres d'abord financiers, parce qu'il fallait pouvoir fabriquer ces journaux, et les lecteurs eux-mêmes finissent par faire la part des choses. Un journal qui, de la première page à la dernière page, ne ferait qu'insulter, se discréditerait tout de suite. Donc, il y a eu ce filtre, le filtre financier, parce que tous ceux qui avaient mis de l'argent dans les journaux espérant gagner tout de suite un gain rapide ou une ascension politique rapide ont été peut-être découragés. Et donc, le nombre de départs a été complètement réduit. Aujourd'hui, nous avons pratiquement le même phénomène euphorique. Absolument. Vous parliez tout à l'heure de virulence verbale. Cette situation n'est pas tellement différente de celle que nous vivons aujourd'hui. C'est exact. Mais disons que c'est à mettre au compte de la situation que nous vivons. Nous sommes à quelques mois d'une échéance politique capitale, l'élection présidentielle bientôt, et un peu plus tard, les élections législatives. Donc, nous sommes à une période cruciale. Et en général, et dans tous les pays du monde, pendant cette période-là, il y a le ton de la presse monte de quelques crans. Nous vivons cela. Mais c'est pour cela que pendant cette période-là, il est important que la presse tienne le bon bout, c'est-à-dire que la presse ne soit pas l'amplificateur de l'insulte, que la presse fasse un travail de professionnel, mais de professionnel en privilégiant les faits et en les commentant, sans avoir besoin d'insulter. Donc il faut argumenter, il faut aller, comme je le disais tout à l'heure, vers les spécialistes pour permettre aux gens de comprendre. Vous voyez ? Monsieur Paul Madinga-Matindi, Oui. est-ce que la virulence du discours médiatique est un indicateur de la liberté de la presse que les journalistes appellent de leur vœu? Non, la virulence verbale peut être un frein justement à cette liberté-là. Pourquoi ? Parce que, vous savez, nous connaissons en Afrique ce qui a déclenché parfois des virulences verbales sur les antennes de radio ou des antennes de télévision, ou même au niveau de la presse écrite. Encore que la presse écrite en Afrique a un impact limité, parce que ceux qui sont capables de décrypter les articles en Afrique ne sont pas très, très nombreux. Mais en dépit de cela, je dis que cette virulence-là, il ne faut pas qu'elle nous habite, il ne faut pas que nous en fassions une règle au niveau de la pratique du journalisme, parce qu'elle peut faire en sorte que nous-mêmes, nous mettions un frein à cette liberté. Plutôt que de privilégier la virulence verbale, il faut privilégier ce que j'appelle, moi, les faits, les expliquer et les démontrer. Vous rentrez là de plein pied dans un débat. Finalement, les journalistes peuvent-ils être eux-mêmes les principaux fossoyeurs de leur secteur d'activité, ou devrait-on se confiner à ce paradigme classique qui voudrait que le principal obstacle à la liberté de la presse soit le pouvoir public, le pouvoir politique? Le pouvoir politique, à certains moments, le pouvoir politique peut être frileux, notamment face à la presse. Mais là aussi, je pense qu'il y a un devoir pédagogique que doit amorcer la presse, notamment dans nos pays. Il faut pouvoir expliquer aux hommes politiques que vous n'êtes pas forcément opposés ou les adversaires de leurs adversaires, vous n'êtes pas complètement opposés à ce qu'ils font. Vous avez le devoir
de rendre plus lisibles et visibles les actions qu'ils posent en faveur de la population. Vous avez le devoir de les éclairer. Oui, donc il faut pouvoir, vous aussi, expliquer à ces hommes politiques que votre rôle est un rôle qui devrait leur donner l'occasion de mieux asseoir, oui, leur action. Évidemment, mais ils ne sont pas encore préparés à cela, même dans tous les pays du monde. La presse fait peur. La presse n'arrange pas toujours, parce que, vous savez, elle fouine. Vous voyez, les secrets, la presse, parfois, n'en connaît pas. La presse les dévoile. Donc, cette attitude peut faire que le pouvoir politique finit par craindre la presse. Mais, je dis, là, il y a un travail pédagogique également à faire du côté de la presse. Il y a un travail pédagogique à faire au niveau de la presse. Vous parlez bien de pédagogie. Souvent, on a souvent imputé les dérives, le déferlement de violence qu'on enregistre au sein de la presse au manque de formation des professionnels des médias, en particulier les journalistes. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la formation à elle seule suffit pour garantir un respect de l'éthique et de la déontologie journalistique par les professionnels des médias? La formation est indispensable. Elle est indispensable. Parce que pendant justement votre formation, le respect de l'éthique et de la déontologie constitue un levier important. Mais cela ne suffit pas. Je pense aussi que le journaliste doit être un homme ou une femme de bonne éducation. Il ne m'arriverait pas à l'antenne d'avoir un ton... On peut être... disons, direct, sans insulter. Oui, on peut parler franchement sans être, disons, vulgaire. Vous savez, et donc là, je dis, il y a aussi, au niveau de la presse, il devrait y avoir un problème d'éducation. Dans ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler une empoignade médiatique, le rôle de l'arbitre qu'est le Conseil national de la communication est quasi... sa voix est quasi inaudible. Le CNC pourrait-il craindre que ces décisions, ces sanctions soient mal interprétées? Vous savez, nous comprenons tous que le CNC doit être dans une situation délicate en ce moment. Parce que quand nous lisons la presse, nous constatons d'abord que le CNC est pratiquement inaudible. Mais je comprends. Parce que les journaux de tous les bords peuvent être pointés du doigt. Quand nous lisons les titres, vous allez constater que les titres ne sont pas toujours informatifs. Ce sont souvent des titres sur des commentaires. Les faits sont relégués au second plan. On titre plutôt sur les commentaires. Et à ce niveau, je pense que le CNC, qui régule, devrait pouvoir mettre également dans ses charges une fonction pédagogique. Il faut pouvoir organiser avec la presse gabonaise, je dis bien la presse gabonaise, c'est-à-dire aussi bien la presse privée que la presse publique, des séminaires sur notamment la déontologie, l'éthique et, je dis, le respect des principes moraux, notamment pour les acteurs que nous sommes, les acteurs de la presse. Je crois que le CNC devrait pouvoir le faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le CNC prêche un peu dans le désert et le CNC... je n'ai pas fait de statistiques concernant les décisions du CNC, mais pour des chercheurs dans ce domaine, ils pourraient facilement démontrer que le CNC a été plus un organe répressif qu'un organe pédagogique. Je crois qu'il faut adapter la fonction du CNC à la réalité gabonaise. Nous avons une presse naissante, faite de jeunes dynamiques, mais il faut pouvoir les encadrer. Donc, je crois qu'il faut pouvoir continuer à les former, mais de façon très rigoureuse. Vous le savez, le Gabon a perdu 5 places au classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Il est passé de la 95e place à la 100e. Un commentaire pour le Badiga Matiendi? Le premier commentaire, c'est que nous constatons un recul. 95e place à la 100e place, un recul. Reporters sans frontières a des critères pour pouvoir procéder à ce classement. Et je dis que c'est un peu dommage. Et c'est peut-être dû, je ne sais pas, le commentaire qu'a fait cette organisation Reporters sans frontières pour justifier ce recul dans le classement.
Mais ça peut être dû, je ne sais pas, peut-être au Code de la communication. Est-ce qu'ils l'ont lu? Je sais qu'il est en ce moment en étude, il est quelque part ce code. Je crois que ce Code de la communication, il faut le rendre plus libéral, je pense. Est-ce qu'ils l'ont lu? Et ils tiennent compte aussi de la situation des journalistes dans le pays. Peut-être que ce recul est dû à tout cela. D'accord, nous nous rapprochons d'une échéance capitale pour notre pays, c'est la présidentielle du mois d'août prochain. On sait qu'au cours de ce type de période, la presse s'est beaucoup sollicitée pour relayer les discours des différentes forces en Ce présence. qui est normal d'ailleurs, oui. Finalement, quelle serait la meilleure attitude? Quelle serait pour vous la meilleure attitude que cette presse puisse avoir? Je parle bien de presse privée et de presse publique. Voilà. Mais je pense, quel rôle oui, devrait-elle jouer, cette presse? Disons que je ne fais pas beaucoup de différence entre la presse publique et la presse privée. Et vous faites bien de mettre ces deux presses dans le même panier. Nous sommes à quelques mois d'une échéance capitale. Parlons d'abord de la presse publique. Nous avons, je pense, depuis 1990, opté pour ce cheminement vers un État démocratique. Mais la démocratie, le levier de la démocratie, c'est la presse. Oui, c'est la presse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la presse publique devrait pouvoir jouer le rôle, j'allais dire, d'arbitre. Elle devrait pouvoir se situer d'abord au-dessus des partis politiques, au-dessus également des hommes politiques. Des hommes politiques, je parle là des hommes politiques engagés dans le combat électoral. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole devrait pouvoir être donnée à tous les acteurs pour atteindre un certain équilibre, pour éviter un phénomène qu'on pourrait qualifier de phénomène de rejet. Parce que cette télévision faite par les Gabonais et pour les Gabonais devrait être acceptée par les Gabonais. Il faudrait que les Gabonais se reconnaissent en regardant leur télévision publique. Vous voyez? Donc, pour cela, il faudrait que tous les acteurs s'expriment sur la chaîne de télévision publique. Mais il faudrait là encore pouvoir, et je parlais de pédagogie, dire aux hommes politiques que quand ils sont invités ici au plateau, j'espère que vous le ferez, il faut qu'ils comprennent que le plateau n'est pas un amplificateur, vous voyez, de tension. Il faudrait éviter cela. Ils viennent ou ils devraient venir s'exprimer, expliquer leurs idées, argumenter, pour que les Gabonais les connaissent et pour que les Gabonais soient convaincus que ce qu'ils leur proposent ou ce qu'ils voudraient leur proposer soit le bon choix. Vous voyez? Donc là aussi, vous avez un travail pédagogique à entreprendre auprès des hommes politiques. Et je crois d'ailleurs qu'il est important qu'au début de chaque émission, que vous disiez, écoutez, nous vous recevons, mais les principes sont ceux-là. 1, vous venez pour parler de ce que vous allez faire, évitez... Et il faut avoir aussi ce que j'appelle des animateurs de tempérament, capables de prendre la parole, de dire, non, nous n'allons pas dans ce sens, nous nous arrêtons plutôt à votre projet de société, à votre déplacement. Il faut venir argumenter. Et puis je pense aussi qu'il est bon, parce que c'est aussi votre rôle, d'initier ce que j'appelle des débats contradictoires, mais des débats, j'allais dire, d'hommes civilisés. Vous voyez ? C'est entendu. Merci Paul Badinga Matiendi d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci également de m'avoir invité. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que votre émission est une émission qui cadre avec ce que moi j'appelle une télévision qui s'inscrit dans un monde voulant aller vers la démocratie. Merci Paul Badinga Matiendi. C'est donc sur cette invite à la responsabilité faite aux journalistes que s'achève ce numéro de l'invité de Gabon en télévision. Je rappelle que nous recevions Paul Badinga Matiendi pour parler de la liberté de la presse à l'occasion de la célébration de la journée e-relative. Notre invité est journaliste émérite, ancien directeur général de la RTG, première chaîne, et ancien directeur de la publication du quotidien L'Union. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de Gabon Télévision.